Bonjour à tous. Devant le succès de nos premiers podcasts et votre enthousiasme à suivre ceux du Dr Thierry Hertog, nous sommes vraiment ravis de poursuivre cette aventure des paroles d'experts Energetica Natura. 2 mardis par mois, retrouvez des experts en médecine fonctionnelle, que ce soit en hormonologie, en santé digestive, en santé métabolique et bien d'autres encore. Ces paroles d'experts sont pour vous, professionnels de santé, experts ou débutants, une occasion unique d'approfondir vos connaissances et d'avoir accès à une grille de lecture différente par rapport à votre pratique actuelle. Cet outil vient enrichir notre offre de formation académique proposée sous forme de webinaires, d'ateliers digitaux, de tables rondes et de masterclass scientifiques pour, jour après jour, vous accompagner de façon personnalisée au plus près des attentes de vos clients et patients. Restez connectés et retrouvez nos paroles d'experts sur les grandes plateformes d'écoute, YouTube, iTunes, Spotify et SoundCloud, et bien sûr sur notre site web, rubrique Académie. À bientôt! Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour ce nouvel épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. Aujourd'hui, j'ai vraiment le plaisir de recevoir le docteur Sarah Meyran, qui est spécialisée en médecine fonctionnelle et qui est particulièrement passionnée par la recherche pour ses patients, de développer leur capacité de résilience et leur capacité d'adaptation à tout l'environnement qui nous entoure. Bonjour Sarah, merci beaucoup. Bonjour Anne-Catherine et merci à vous pour cette invitation. Je suis ravie d'être ici. C'est un plaisir pour nous aussi. Merci Sarah. Alors, tu as décidé de nous parler pour ce premier podcast d'un processus qu'on banalise énormément, la détoxification. Et pourtant, c'est vraiment un processus clé dans le maintien de notre homéostasie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu ? Oui, bien sûr. Alors, la détox, ça repose principalement en fait sur 3 organes majeurs, le foie, la peau et les poumons. La transpiration et la respiration, c'est vraiment un moyen important et efficace de détoxifier. C'est assez naturel et on a un élément complémentaire hyper important qui est le foie, qui est beaucoup plus complexe, qui est extrêmement performant et qui peut s'adapter aux différents défis auxquels il est confronté. Donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu plus de la détoxication hépatique pour optimiser notre prise en charge par rapport à l'élimination des déchets qui sont produits par notre corps, mais également des déchets qui reçoivent de l'environnement. On appelle ça des déchets exogènes. On parle aussi de xénobiotiques, c'est-à-dire ces composés étrangers à la vie. Donc la plupart des toxines, en fait, elles sont lipophiles, c'est-à-dire qu'elles sont solubles dans les graisses et s'accumulent dans nos organes, notamment les organes les plus riches en graisse, comme notre cerveau, le foie et bien sûr le tissu adipeux. Donc pour les éliminer, le foie, il est obligé de passer par différentes étapes. Donc on a en gros 3 phases. Donc la phase 1 qui s'appelle la phase de fonctionnalisation, dans laquelle on va transformer notre toxine liposoluble dans une toxine beaucoup plus hydrosoluble, où on va rajouter souvent un radical hydroxyle. Et au fait, cette réaction de phase 1 dépend d'une famille d'enzymes qu'on appelle les cytochromes P450. Et au fait, ce sont des hémoprotéines et leur activité est modulable, c'est-à-dire qu'on soit on peut les stimuler, soit on peut les bloquer. Mais de plus, ces enzymes, elles sont sujettes, on parle d'un polymorphisme génétique important, c'est-à-dire qu'on est tous inégaux vis-à-vis de nos capacités de détox. Par exemple, on connaît bien le polymorphisme génétique qui touche en fait certaines populations asiatiques, qui concerne l'enzyme aldéhyde déshydrogénase. En fait, ces personnes qui ont cette activité de cette enzyme qui est réduite, donc du coup, ça limite leur capacité à métaboliser l'acétaldéhyde, qui est un produit intermédiaire de la dégradation de l'alcool. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe pour eux ? Même après une petite quantité d'alcool, elles vont ressentir des rougeurs faciales, des palpitations, des nausées. D'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le flush asiatique. Donc en fait, cet exemple très concret montre à quel point nous sommes tous inégaux dans nos capacités de détox et qu'il va vraiment falloir individualiser notre prise en charge. Donc ça vaut aussi bien pour nos dossiers endogènes, donc par exemple nos propres hormones, mais également pour les médicaments et les toxines. Du coup, je reviens à la phase 1 de la détox hépatique. Pour fonctionner, il nous faut un certain nombre de cofacteurs. Il nous faut du fer, c'est une hémoprotéine, donc il faut avoir suffisamment de fer. Il faut avoir du magnésium. Il faut avoir un certain nombre de vitamines du groupe B, B2, B3, B6, B9, B12, du zinc, de la vitamine D.
Et dans cette phase, c'est une phase de fonctionnalisation qui utilise qui va rajouter un radical hydroxyle à notre molécule liposoluble. Et ben, il va y avoir une production de radicaux libres. Donc, il va falloir avoir un système antioxydant suffisamment performant pour neutraliser cette production de radicaux libres. Donc, il nous faudra de la vitamine C, de la vitamine E, du glutathion, de la N-acétylcystéine qui est le précurseur du glutathion, aussi un certain nombre d'oligo-éléments qui sont des cofacteurs comme le sélénium, le cuivre, le zinc, qui vont accompagner les enzymes, la glutathion peroxydase ou la superoxydismutase, et bien sûr, des polyphénols. Est-ce qu'il existe, Sarah, des analyses spécifiques pour évaluer nos capacités enzymatiques pour cette réaction de phase 1, pour ces réactions de phase 1? En fait, ma réponse va être beaucoup plus globale, car c'est difficile en fait, de dissocier les phases. En fait, plusieurs approches existent. Certaines ne sont pas encore utilisées dans la pratique courante. Par exemple, on peut utiliser la voie d'élimination des œstrogènes, en mesurant ce qu'on appelle les métabolites urinaires des œstrogènes. Donc, on peut mesurer la 2-hydroxyœstrone, la 4-hydroxyœstrone et la 16-alpha-hydroxyœstrone, ce qui va nous donner une idée des voies métaboliques impliquées dans la phase 1, et également du potentiel plus ou moins négatif sur la santé de cette voie de détoxication des œstrogènes, et surtout, pour nous, un guide thérapeutique, un guide comment prendre en charge notre patient pour optimiser son métabolisme et sa détoxification des œstrogènes. On peut également doser les métabolites organiques urinaires, le rapport benzoate sur hypurate, qui est également super intéressant parce qu'il va nous donner une capacité de la conjugaison à la glycine, qui est une phase 2 de la détoxication. On peut également doser en fait les différentes enzymes et les différents cofacteurs métaboliques et les différents nutriments essentiels pour le bon fonctionnement de la phase 1 et de la phase 2. Donc on pourra doser la ferritine, qui va nous donner une idée de la réserve en fer de notre patient. On peut doser la vitamine B6, la vitamine B9 intra-érythrocytaire, la vitamine B12, idéalement la vitamine B12 active. Ces vitamines sont indispensables pour le processus de méthylation et de transsulfuration, qui joue un rôle essentiel dans la phase de détox. Donc on peut doser le zinc et le cuivre. En fait, ce sont des oligo-éléments indispensables à plusieurs réactions enzymatiques antioxydantes, comme on a vu tout à l'heure, mais également à plusieurs mécanismes de neutralisation des xénobiotiques. On pourra également doser l'homocystéine, qui va nous permettre d'évaluer également les capacités ou le fonctionnement du cycle de la méthylation de notre patient. En parallèle, je dose souvent un bilan hépatique, tout simplement, les transaminases, ALAT, ALZAT, gamma-GT, phosphatase alcaline, bilirubine totale, libre, conjuguée, qui vont me donner une première idée déjà de la santé fonctionnelle du foie. Bien sûr, je dose aussi la CRP, notamment la CRP ultrasensible, car il faut savoir que lorsque notre foie, notre organisme est en état inflammatoire, nos capacités de détoxication hépatique sont modifiées et diminuées. Et enfin, il est essentiel de connaître le fonctionnement rénal, puisque c'est notre élément essentiel de la phase 3 de détox. Il va falloir éliminer les toxines dans les urines. Et donc, je vais doser la créatinine, le débit de filtration glomérulaire, l'urée, le ionogramme sanguin, qui va me permettre donc d'évaluer nos capacités fonctionnelles rénales. Et c'est pas tout. On peut doser également le polymorphisme génétique. Aujourd'hui, on a la capacité d'étudier le polymorphisme génétique d'un certain nombre de cytochromes P450, mais également de la catéchométhyltransférase, de la glutathion S-transférase et de l'UGT, qui est l'uridine diphosphoglucuronosyltransférase, donc on va garder UGT. Et au fait, par exemple, cette UGT est souvent dysfonctionnelle chez nos patients qui souffrent de maladie de Gilbert, ce qui est plutôt assez fréquent. Et au fait, pourquoi c'est important? Parce que ça joue sur une étape importante de phase 2 qui est la glucuronidation. Donc chez nos patients qui sont justement atteints de la maladie de Gilbert, on va avoir une hyperbilirubinémie, plus ou moins importante. Mais pour nous, dans notre prise en charge de patients, c'est intéressant parce que ça va jouer sur le métabolisme d'un certain nombre de médicaments, comme le paracétamol, mais également le métabolisme des œstrogènes. Donc ça va jouer sur notre capacité, la façon dont on va prendre en charge la détox des œstrogènes de nos patients
pour limiter les facteurs de risque de cancer hormonodépendant. Et puis un autre exemple que je trouve super intéressant, c'est le métabolisme du tamoxifène. En fait, on peut étudier le polymorphisme de l'enzyme de la cytochrome 2D6. Et au fait, lorsque le polymorphisme génétique est plutôt vers une enzyme peu fonctionnelle, voire non fonctionnelle, et bien en fait, le tamoxifène n'est pas activé et du coup, la protection contre justement l'effet protecteur d'une récidive du cancer n'est pas du tout efficace. Donc, ces différents polymorphismes, c'est hyper intéressant. Bon, c'est pas encore utilisé de façon systématique en pratique clinique courante, parce que pour leur interprétation, il faut avoir un certain nombre de connaissances et avoir un bon recul scientifique et savoir comment les utiliser pour ne pas effrayer nos patients. Mais néanmoins, on constate aujourd'hui qu'il y a le développement d'une nouvelle compétence qui est en train d'émerger, qu'on appelle la pharmacogénétique, et qui va nous permettre d'ajuster la prise en charge médicamenteuse, mais également l'alimentation et la phytothérapie en fonction du patrimoine génétique de notre patient. Et l'idée, c'est du coup d'avoir une prise en charge encore plus spécialisée et encore plus individuelle en fonction de ses capacités enzymatiques, ses polymorphismes, et du coup s'occuper en fonction s'appuyer sur ses qualités en fait pour contourner ses défauts et optimiser sa santé. Après cette phase 1 de cette première phase de la détoxication hépatique, la phase 2, elle va avoir pour objectif de rendre les métabolites encore plus hydrosolubles pour qu'ils soient le mieux possible éliminés de notre organisme. C'est bien ça? Est-ce que tu peux revenir aussi sur la phase 2, la phase 3 pour qu'on comprenne bien aussi la synergie et la cinétique entre ces trois phases? Oui. Tout à fait. Donc la phase 2, c'est la phase qu'on appelle la conjugaison. Donc on aura notre toxine qui aura été fonctionnalisée, qu'il faudra rapidement prendre en charge parce qu'on a un réactif intermédiaire qui est souvent un peu plus hydrosoluble, donc potentiellement aussi plus toxique. Donc il faudra rapidement le prendre en charge. Et donc là, on va le conjuguer. Donc on pourra le glucurono-conjuguer, le sulfo-conjuguer, le méthyler, l'acétyler, lui rajouter du glutathion. Et cette phase 2 va nécessiter également un certain nombre de nutriments. Il va nous falloir des acides aminés soufrés, comme la glycine, la taurine. Il nous faut de l'acide folique, de la vitamine B2, de la B6, de la B12, du magnésium, du sélénium. Et une fois que cette toxine aura été conjuguée, ensuite elle va être excrétée. Et ça, c'est la phase 3. Donc ça va pouvoir être éliminé soit par la voie urinaire, soit par la voie biliaire, et donc ressortir dans nos selles. Donc pour optimiser ces processus, il est essentiel de s'assurer qu'il y ait une bonne fonction rénale, donc que notre patient boive suffisamment et alcalinise ses urines. Donc par exemple consommer des fruits et des légumes, notamment riches en citrate, comme par exemple boire le jus de citron le matin à jeun dans un verre d'eau, plutôt tiède. Et il faudra également s'assurer qu'il y ait un bon flux biliaire et un microbiote de qualité, un microbiote intestinal vraiment bien équilibré. En fait, le microbiote, il joue en effet un rôle clé dans les qualités des acides biliaires et dans la régulation du cycle entéro-hépatique. De plus, si ce microbiote est déséquilibré, certaines bactéries dans le côlon peuvent entraîner une réabsorption des déchets. En fait, certaines bactéries vont posséder des enzymes de déconjugaison et donc il va pouvoir y avoir une réabsorption de la toxine. Et c'est un phénomène bien connu pour notamment, de nouveau, le métabolisme des œstrogènes glucuronidés. Certaines bactéries ont une glucuronidase qui va déglucuronider les œstrogènes qui vont pouvoir du coup être réabsorbés et du coup on va avoir une augmentation de l'imprégnation œstrogénique de notre patient. Dans ta pratique avec tes patients, Sarah, comment est-ce que tu évalues ce besoin de détoxication hépatique? Est-ce qu'il y a certains signes cliniques que tu vas rechercher en priorité pour évaluer ce besoin? Alors oui, tout à fait. En fait, je me base avant tout sur le contexte global du patient. Son histoire médicale, l'enchaînement des soins qu'il a eus, sa plainte initiale, bien sûr, et ses signes cliniques. Je suis très clinicienne, j'adore examiner mes patients, les toucher, les sentir, les regarder. Donc par l'interrogatoire, je vais avoir un certain nombre de symptômes qui reviennent quand même fréquemment chez les patients intoxiqués, comme une fatigue pesante, un espèce de brouillard mental, des maux de tête récurrents,
une intolérance aux odeurs, par exemple quand ils arrivent même plus à prendre l'essence, une intolérance aux produits chimiques, au café. Le patient qui me dit je peux prendre mon café à 8 heures, mais si je le prends à 11 heures, je dors plus de la nuit. Une intolérance à l'alcool. Les patients qui me disent je supporte aucun médicament, je fais toujours la liste des effets secondaires. Des problèmes cutanés comme l'acné ou certains troubles hormonaux. Ce qui est important aussi pour nos patients, c'est de tenir compte de ses antécédents, de son mode de vie. Et, comme je disais tout à l'heure, l'examen clinique, la couleur de la peau, le teint, la couleur de la conjonctive, l'odeur corporelle, s'il transpire beaucoup ou pas, si la transpiration est corrosive. Mais de toutes les façons, en fait, dans ma pratique courante, je fais systématiquement une détox. L'interrogatoire, l'examen clinique, l'historique, ça va plus me permettre d'évaluer ma stratégie que je vais utiliser pour détoxiquer mon patient. Bien sûr, il y a quelques contre-indications, la femme enceinte, la femme allaitante ou les enfants. Je vous en parlerai si vous voulez plus tard, tout à l'heure. Et car pour moi, avant de m'occuper d'un patient, l'important c'est de faire le ménage d'abord pour pouvoir entamer des travaux de remise en forme. On a vu que cette détox, elle faisait intervenir 3 phases, voilà, phase 1, phase 2, phase 3. Est-ce qu'on peut soutenir de façon spécifique l'une ou l'autre de ces phases, ou est-ce que toi, tu fais un soutien plutôt global de la détox? Alors en fait, grâce à la micronutrition et la phytothérapie, en fait, on peut agir sur les différentes phases et plutôt les adapter en fonction de notre patient, de son patrimoine génétique, de sa clinique. Donc pour la phase 1, on peut avoir des plantes qui peuvent stimuler la phase 1 ou la calmer, puisque au fait, il y a des patients au fait, qui ont une phase 1 trop importante et derrière ça ne suit pas. Donc par exemple, on peut la stimuler la phase 1 par exemple avec le millepertuis. Par contre, à utiliser avec précaution parce que du coup, c'est un hyper-inducteur de phase 1, donc on peut éliminer rapidement certains médicaments, donc il peut y avoir pas mal d'interactions médicamenteuses. Les brocolis, les crucifères, globalement, et les choux sont d'excellents inducteurs de phase 1. On peut utiliser également des fois des inhibiteurs, comme le chardon-marie ou la canneberge. Et puis, on a des plantes qui peuvent être un peu une accélératrice de certains cytochromes, en calmer d'autres, qu'on appelle un peu modulatrices, comme l'ail et le ginseng, qui vont permettre un ajustement plus précis. En fait, ce qui compte, c'est vraiment de réguler cette phase pour éviter une surcharge ou une accumulation de réactifs intermédiaires. Et il faut vraiment que la phase 2 suive derrière. Donc, ce qui est vraiment important, c'est de soutenir la phase 2. Donc, qu'est-ce qui aide à soutenir la phase 2? Toujours les crucifères, excellent. Le cresson, le thé vert, le curcuma, le romarin. Et une plante que j'adore, c'est le chardon-marie, qui, grâce à la silimarine, un de ses principes actifs, c'est super intéressant par ses effets hépatoprotecteurs, antioxydants, anti-inflammatoires et surtout antifibrotiques. Donc protection de l'usure et du vieillissement accéléré du foie. Et puis un certain nombre d'éléments pourront nous aider à stimuler et soutenir la phase 3. Donc au niveau du rein, on pourra se servir de l'orthosiphon, de la piloselle, de la verge d'or, du chien-dent, du pissenlit. Pour la bile, on pourra se servir de l'artichaut, du radis noir, du bol d'eau et également du pissenlit. Et on pourra également travailler sur notre microbiote avec des fibres, du psyllium par exemple, des graines de lin qu'on aura gonflé, des graines de chia. On pourra utiliser des probiotiques et on pourra utiliser également, si nécessaire, des postbiotiques. Qu'est-ce que tu penses, Sarah, de l'ajout de bile pour soutenir la 3e phase de cette détoxication hépatique, pour soutenir justement l'élimination terminale des toxines? Alors, c'est une question intéressante. Alors, les sels biliaires exogènes, ils n'agissent pas directement en stimulant la production hépatique de bile. Mais elles vont compenser en fait un manque de bile lors des repas. Donc un déficit biliaire au moment de la digestion qui va permettre du coup une bonne émulsification des graisses et une bonne absorption notamment des vitamines liposolubles, des acides gras, etc. Et une optimisation de la qualité et le travail sur le microbiote, mais ça va pas jouer sur tous les mécanismes de détox. Donc il va falloir retravailler sur vraiment une relance fonctionnelle de la production de bile en travaillant sur les substances, les plantes notamment cholagogues et cholérétiques, comme le radis noir, l'artichaut, le pissenlit, la fumeterre qui est hyper intéressante parce qu'elle va jouer sur le sphincter d'Oddi. Et en fait, souvent les patients d'ailleurs stressés,
ont un sphincter Dodie hypertonique qui s'ouvre pas au bon moment. Par exemple, une patiente stressée peut avoir son sphincter Dodie qui est complètement spastique et qui veut s'ouvrir et du coup avoir des douleurs dans l'hypocondre droit, ou au contraire se libérer d'un seul coup et avoir une évacuation de bile trop importante qui peut être du coup hyper agressive et toxique. Donc la fumeterre est hyper intéressante pour ça. Tout à l'heure, on a vu que la phase 1, c'était une phase de fonctionnalisation, donc l'ajout d'un groupement hydroxyle sur les métabolites. Cette phase, elle génère un certain stress oxydant. Est-ce que dans le cadre de cette détox hépatique, tu vas utiliser certains antioxydants plus que d'autres? Est-ce qu'il y a des antioxydants un peu plus spécifiques? Alors, globalement, le fonctionnement du foie fait travailler donc les cytochromes P450 qui vont rajouter un radical hydroxyle sur la substance lipophile à éliminer, mais il y a également un fort travail mitochondrial, donc en gros la production de radicaux libres est multisource, j'allais dire, donc je me sers d'antioxydants à large spectre, comme le glutathion, la N-acétylcystéine, donc son précurseur, qui va du coup me permettre d'avoir une bonne efficacité de la glutathion peroxydase, pour laquelle il faudra que je m'assure qu'il y ait suffisamment de sélénium. Il va y avoir une activation aussi et une nécessité d'optimiser la superoxydismutase, donc il me faudra du cuivre, du zinc. Bien sûr, toutes les vitamines antioxydantes sont intéressantes, comme la vitamine C, la vitamine E qui bossent en binôme. Et puis ce qui va être intéressant, c'est d'utiliser un certain nombre de polyphénols, parce que les polyphénols ont eux-mêmes un pouvoir antioxydant, mais surtout ils vont avoir un pouvoir de stimuler le facteur de transcription qui va optimiser la production des enzymes antioxydantes et du coup d'avoir un potentiel protecteur beaucoup plus important et beaucoup plus large, et je dirais sur mesure aussi par rapport à la situation de notre patient. On voit que ce sont des mécanismes complexes entre ces différentes phases, et si on veut optimiser la détox, c'est tout un processus aussi global qu'il faut prendre en charge. Est-ce qu'il existe des facteurs limitants chez les patients ou des situations limitantes qui sont des freins en fait à mettre en place une bonne détox? Alors oui, il peut y avoir plusieurs facteurs limitants qui nécessitent d'utiliser des précautions, voire il peut y avoir des contre-indications pour faire une détox efficace et sécurisée. Alors tout d'abord, il faut tenir compte du contexte médical du patient, ses traitements en cours. Est-ce qu'il peut y avoir des interactions médicamenteuses? Est-ce qu'on peut diminuer ou augmenter la toxicité de son médicament? Par exemple, les patients qui sont sous immunosuppresseurs ou même médicaments anti-rejet. Il faut être sûr que la fonction hépatique et rénale puisse suivre. Si notre patient a une insuffisance hépatique ou une insuffisance rénale, ça peut être problématique aussi. Il va falloir du coup adapter aussi notre prise en charge en fonction de la santé du patient, de ses capacités à encaisser une détox. Après, il faut tenir compte aussi de l'environnement et du mode de vie du patient. Par exemple, j'ai des patients qui vivent à côté de vignes, donc où il y a des utilisations très régulières de pesticides. Et même les nappes phréatiques, tout ça sont bien polluées. J'ai des patients qui travaillent dans des usines de produits chimiques. Et bien ces patients-là, au fait, je ne vais pas faire de vraies grosses détox, mais je vais plutôt les accompagner avec des petites doses régulières pour pouvoir les protéger. Parce qu'une grosse détox d'un coup, finalement, je n'aurai pas un effet. Voilà, c'est comme si on faisait le ménage une fois par mois et pas régulièrement un petit peu. Alors, et bien sûr, il faudra tenir compte de l'état nutritionnel de notre patient, parce que si notre patient est dénutri ou est carencé dans les différents cofacteurs essentiels aux phases de détox, va falloir d'abord lui corriger ses carences avant d'entamer une détox. Et puis bien sûr, il va falloir tenir compte du microbiote intestinal qui joue un rôle clé, parce qu'un déséquilibre du microbiote intestinal, ça va favoriser l'entrée et la réabsorption potentielle des toxines, et du coup un potentiel déséquilibre au niveau des selles biliaires. Et puis le mode de vie, le contexte de vie du patient. Un patient hyper stressé ou en surcharge émotionnelle, ça va également perturber, freiner ses capacités de détox. Et puis j'insiste sur un point vraiment essentiel, il faut un équilibre entre les 3 phases de détoxication. Donc phase 1, phase 2, phase 3, il doit y avoir un équilibre entre chacune de ces phases pour éviter au fait de faire plus de mal que de bien et d'avoir une surcharge soit de radicaux libres ou soit avoir des toxines, je dirais, beaucoup plus agressives chez notre patient.
Et quand on fait une détox, il faut vraiment s'assurer que les émonctoires fonctionnent parce qu'on va mobiliser les toxines, donc on va les remettre en circulation. Et si ça ne suit pas derrière, et ben finalement on réempoisonne une fois de plus notre patient. On voit donc que ça nécessite de prendre certaines précautions. Et au-delà des précautions, est-ce qu'il y a des réelles contre-indications à proposer une détox à certains patients? Alors pour moi déjà, contre-indication très importante, les femmes enceintes ou les femmes qui allaitent. Comme je disais, quand on fait une détox, on remobilise les toxines. Donc il est absolument important de ne pas le faire chez une femme enceinte ou chez une femme allaitante, puisque du coup on va remobiliser ces toxines et elles vont pouvoir éventuellement aller se intoxiquer, donc le fœtus ou le nourrisson. Chez les enfants en bas âge, en fait, les systèmes enzymatiques de détoxication ne sont pas encore totalement matures. Donc pareil, on risque de faire plus de mal que de bien. Donc vraiment la prudence chez les enfants. Ensuite, on peut avoir certaines particularités où on doit faire attention en fonction de la pathologie du patient. Donc comme je disais tout à l'heure, l'insuffisance hépatique sévère, l'insuffisance rénale. Du coup, on va avoir un défaut d'élimination. Et du coup, on pourra avoir même des réactions parfois très négatives pour la santé de notre patient et pour son bien-être. Après, on peut avoir des situations cliniques particulières, par exemple un patient en chimiothérapie. Et ben, du coup, il va falloir tenir compte de son protocole et éventuellement collaborer avec le cancérologue pour justement savoir quelle stratégie sera le plus intéressante en fonction du protocole choisi. Comme je disais tout à l'heure également, le niveau d'intoxication des patients. Plus un patient est intoxiqué, plus il faut y aller doucement. Vraiment, des fois, je prends des microdoses quasi homéopathiques pour pouvoir. Et puis, un autre point auquel on ne pense pas assez, c'est le contexte émotionnel du patient. Et s'il est en deuil. En fait, le foie, c'est symboliquement et physiologiquement impliqué dans le métabolisme de nos émotions. Et donc, il est déconseillé de remobiliser à peu près toutes les toxines et potentiellement exacerber les émotions qu'on peut avoir à l'intérieur de soi lors de ces phases, puisque du coup, ça peut augmenter, j'allais dire, la réaction aussi psycho-émotionnelle de notre patient. Donc, en résumé, en fait, la détox, c'est jamais un automatisme. C'est quelque chose qu'il est essentiel à mettre en place dans la prise en charge, mais il faut vraiment avoir une évaluation fine et individualisée pour s'assurer qu'elle sera bénéfique sans risque pour notre patient. Pour conclure, Sarah, pour les thérapeutes qui nous écoutent, quels seraient les 3 conseils essentiels que tu leur donnerais avant de mettre en place toute détox chez leurs patients à eux? Alors, mon premier conseil, c'est toujours commencer par bien évaluer le terrain. On ne se lance pas dans une détox à l'aveugle. On regarde l'histoire clinique, les signes fonctionnels, le mode de vie, les antécédents. Et en fonction, on adapte la stratégie au profil spécifique de notre patient. Deuxième conseil, ne pas brûler les étapes. Il faut respecter les rythmes et le rythme biologique du corps de notre patient. Commencer doucement, surtout chez les patients très intoxiqués ou sensibles, voire hypersensibles. Surtout ne pas chercher à aller trop vite. Et puis une détox très agressive peut faire vraiment plus de mal que de bien. Mon troisième conseil, pensez à l'équilibre entre les phases. On ne stimule pas seulement la phase 1 sans soutenir la phase 2 et la phase 3. Il faut vraiment s'assurer que les conjugaisons et l'élimination soient prêtes à prendre le relais et accompagner le tout avec des antioxydants pour vraiment éviter les dommages collatéraux aux métabolites réactifs. En fait, pour résumer, une détox efficace, c'est pas une course à activer le foie. C'est un travail harmonisé entre transformation, conjugaison et élimination. Et c'est cette approche équilibrée qui garantit à la fois l'efficacité, la sécurité et surtout le bénéfice pour notre patient. Merci beaucoup Sarah d'avoir refait ce focus très précis sur ces phases de détox, puisqu'elle est quasiment incontournable dans les prises en charge en médecine fonctionnelle. Merci à tous pour votre écoute et je vous donne rendez-vous très prochainement pour un prochain épisode de nos podcasts Paroles d'experts d'Energetica Natura. À bientôt!